C'est vrai que c'est un livre qui peut éventuellement heurter, et d'ailleurs il a heurté. À la fois sur le fait de démythifier le mal, où certains ont cru que dans ce geste de démystification, il y avait un abandon de la radicalité du mal, alors que je crois que c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est de dire que la radicalité du mal se loge là, mais on n'est pas du tout en train de nier l'absolue barbarie de la chose. C'est simplement de traquer les procédures, les process, comment le mal, par la figure du banal, est absolument immense. Et de montrer aussi à quel point la personnalité d'Eichmann n'est pas déterminante dans cette histoire. Elle dit, voilà, il n'était pas pathologiquement atteint, il était normal dans le système nazi, quoi. Donc c'est vrai que ceux qui s'attendaient à aller traquer la figure du monstre, tout d'un coup ont eu le sentiment d'être sans doute niés, désavoués une seconde fois, etc. Alors que je pense qu'elle avait là un geste tout à fait essentiel, de montrer à quel point la radicalité du mal se loge dans sa banalité, dans l'ordinaire d'une servilité, dans l'absence de pensée, dans le fait fondamentalement de s'intéresser à l'ordre social. Eichmann est quelqu'un qui est profondément concerné par sa carrière. C'est pas du tout quelqu'un qui n'est pas du tout concerné par sa carrière. Il le dit d'ailleurs à chaque fois qu'on lui dit « mais vous vous souvenez tout de même de ces décisions importantes qui ont changé la face de l'histoire ?» Il ne fait jamais le lien avec la grande histoire, il fait toujours le lien avec la petite histoire personnelle. Il se rappelle à quel, en gros, quand il a passé ses ordres, et comment ça s'est inscrit dans sa carrière de façon administrative. C'était à ce moment-là, c'était etc., etc. Mais absolument pas la conjonction, le pas de plus entre l'administration et puis au final ce que ça devient sur le terrain, quoi. Ça, non, ça, il ne va pas plus loin que ça. Il raconte à quel point il avait été profondément mal à l'aise de se faire voler, je ne sais plus, c'est pas le terme exact, mais un dossier tout d'un coup qu'on lui avait retiré et comment ça l'avait profondément affecté. Bon, donc on voit très très bien que ce n'est pas une absence d'émotion. Eichmann n'est pas une absence d'émotion, c'était un papa, il s'occupait très très bien comment dire, de sa vie sociale, il croit en la bonne société, de sa vie familiale, etc. En revanche, soudainement, petit à petit, il construit un clivage, une distanciation sur le fait qu'il ne remet pas en cause la bureaucratie qui est en train de se mettre en place. La novlangue nazie fait disparaître l'objet même du problème. On n'extermine plus, c'est la solution finale, on n'exécute plus, on ne tue plus, on évacue. Voilà, comment les mots, soudainement, disparaissent, comment la vérité des mots est absolument attrapée pour nier, pour faire un phénomène de négationnisme, avant d'être du négationnisme réel, d'être du négationnisme par la symbolique, par le langage. Ça aussi, c'est extrêmement bien montré. Et on voit les mêmes opérations aujourd'hui de désubstantialisation du langage, quand on parle d'optimisation fiscale. Voilà, quand on parle d'optimiser les carrières, quand on parle d'optimiser les chances, les placements, alors qu'il ne s'agit pas d'optimisation, il s'agit de fraude, il s'agit de, que sais-je, de performance qui, bien évidemment, fera que tel ou tel job sera lancé, ou de plan social. D'autre manière, voilà, un plan social, c'est absolument tout, sauf souvent quelque chose de social. Sur la question de l'anachronisme, sur la question de l'analogie entre des situations effectivement très disproportionnées, on marque souvent toujours un temps oui, de perplexité par rapport à, si j'ose dire, la pertinence de l'outil de comparaison. Et en même temps, c'est vrai, donc je pense qu'il faut absolument poser la différence des deux, le fait que d'ailleurs on ne cherche pas à comparer les deux, mais il y a des invariants, il y a des choses qui sont communes. C'est important de montrer que à un moment donné, les opérations de désubstantialisation du langage, elles ne sont pas là pour valider l'émancipation d'un sujet, de fait. Ni dans le marketing, ni plus tard dans une situation plus gravissime. Donc il y a une parenté sur le phénomène d'aliénation progressive qui est construit, sur
les fabriques de consentement, de propagande, etc., qui cherchent à être mises en place. Alors après, bien sûr, avec des conséquences qui ne sont pas les mêmes, mais il y a des similarités dans les process, dans les mécanismes. Donc je trouve que c'est tout de même important lorsque l'on voit, si vous voulez, prenons le monde du travail. On voit les réflexions d'Axel Honneth sur, il le dit, l'instrumentation des idéaux démocratiques, sur le fait que pour arriver, on a instrumenté l'idéal d'individuation, l'idéal de création, etc., etc., pour bien évidemment produire, c'est-à-dire pour faire que le sujet qui est en face, au lieu d'être sujet, deviennent simplement le viatique d'une production dont les bénéfices en plus au final lui échapperont. Bon, voilà. Et que c'est ça qui est construit au travers d'un système managérial, hyper libéral. C'est cette dépossession du sujet pour résister à la pression de la performance, de l'hyper-rentabilité, etc. Soit, il y a deux manières de résister à ça, qui sont d'ailleurs pas tout à fait des... Il y a une manière, c'est de faire une dépression, qui d'une certaine manière montre votre santé par le fait de produire un symptôme. C'est-à-dire que vous tombez malade parce que précisément vous êtes en bonne santé. C'est-à-dire que donc vous rejetez le système qui est autour de vous, mais ce qui est un bon point, sauf que extérieurement vous devenez malade. Et puis il y a ceux qui ne deviennent pas malades extérieurement, mais qui le deviennent au niveau psychotique et qui se clivent. C'est-à-dire qui rentrent dans le déni, qui tout d'un coup se mettent dans un comportement machinique. C'est-à-dire qu'ils intègrent à eux-mêmes le fait de fonctionner comme une machine parce que, précisément, s'ils ne font pas ça, ils arrêtent de suivre des préceptes qu'ils désavouent. Donc c'est ce caractère machinique, psychotique intégré. Hein, vous avez dans Anders, à un moment donné, dit voilà, être incorporé dans un univers de moyens. Voilà une définition, par exemple, de la banalité du mal. Et ça, cette définition-là, elle permet tout d'un coup de créer, c'est vrai, un continuum entre plusieurs situations qui, sur le papier, paraissent disproportionnées et qui pourtant créent une même souffrance et une même atteinte au sujet. Alors bien sûr, avec des degrés, qui est la possibilité de sortir de l'entreprise, en dernière instance, et non pas la possibilité de sortir du camp, par exemple. Donc il y a des phénomènes de retrait qui sont beaucoup plus simples dans telle ou telle situation. On est tout à fait d'accord, heureusement. Mais ça n'empêche pas de souligner une certaine parenté sur le phénomène d'irradiation, je ne sais pas comment dire ça, sur le phénomène de liquidation du sujet. Le succès du mal, ça c'est mon interprétation, mais le succès du mal, c'est-à-dire son quantitatif, hein, sa victoire, ne repose pas sur les personnalités entre guillemets monstrueuses, exceptionnelles, cruelles, étant dans la jouissance de ce mal, etc. Ça ne repose pas là-dessus. Bien sûr qu'on peut en rencontrer, bien sûr qu'il y a eu des nazis qui ont non seulement absolument pensé, théorisé, cru dans leur analyse, mais en plus, voilà, ils l'ont défendu sur le terrain par une application directe de leurs idées, si j'ose dire. C'était au contraire. Donc ça existe. Mais ce n'est pas ça qui fait gagner le mal. Ça, c'est epsilon. C'est-à-dire que les structures réellement, soit psychotiques, sont assez rares, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, le succès du mal, il prolifère sur l'absence de pensée des autres. Et ça, je crois que c'est quand même le geste arendtien, et d'Anders aussi, c'est de montrer que, attention, ne formulons pas le mauvais diagnostic. Quand on voit l'évolution de la loi sur le harcèlement, on a mis d'abord un certain temps, bien évidemment, pour lutter contre le harcèlement moral, mais les premières lois sur le harcèlement moral décrivent une situation très classique de domination, on va dire. C'est-à-dire, en gros, on s'intéresse à des situations de harcèlement pratiquées entre nécessairement
une personne et son subordonné. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir cette échelle-là de différenciation entre une personne qui est, entre guillemets, assimilée au chef, au dominant, et puis à celui qui structurellement est dans une position de dominer. Très bien. Très très vite, quand vous voyez l'arrêt La Poste, l'harcèlement n'est pas simplement vertical, il est horizontal. Donc déjà, c'est d'une relation de pair à pair. Alors qu'il n'y a absolument pas nécessairement des problématiques de hiérarchie entre les deux. Et puis, vous prenez l'arrêt, je crois que c'était en 2010, HSBC, alors là, il n'y a même plus personne. L'arrêt dit un système sans intention, sans aucune personne ayant été pointée comme dysfonctionnement, le système lui-même, un mode de gestion, peut être mis en accusation. C'est ça que ça raconte, je dirais. C'est qu'à un moment donné, voilà, il y a tout un environnement qui soutient le succès de ce dysfonctionnement. Et que ça, il faut l'interroger. On veut nous faire croire qu'on ne peut pas, entre guillemets, on ne peut pas anticiper les effets de nos actes. C'est trop loin, c'est tellement compliqué, nous vivons dans un monde complexe, nous sommes qu'epsilon, etc. Donc, bon, faisons ce que nous avons à faire, et puis de toute façon, ce qu'il y a derrière, voilà, personne n'est responsable, etc. Et Anders dit, mais pas du tout, le problème moral, la question morale, elle se situe entre maintenant et l'infini. Donc oubliez l'infini, c'est pas à l'infini, mais éventuellement, oui, il faut penser, et peut-être que c'est, je dis n'importe quoi, mais à 5, 6, 10, 20 degrés de séparation de mon acte. C'est-à-dire mon acte engendre celui-là qui va faire ça, qui va faire ça. Bon, ok, alors ça va peut-être faire ça, ça va peut-être faire ça, ça, tac, tac, tac. Bon, bah ça oui, déjà ça prend du temps, tout ça, puis à un moment donné, ça s'arrête. J'ai, on va dire, un univers de possibles encore, voilà, je vois ma combinaison des possibles et je peux choisir d'agir. C'est pas du tout, oh, mon Dieu, c'est à l'infini, la combinaison des possibles. Non, on peut petit à petit poser la question anticipante. Et ceux qui nous font croire que la question anticipante n'a pas lieu d'être, soit structurellement elle ne peut pas être posée, soit qu'elle n'a pas lieu d'être parce que, en gros, elle viendrait remettre en cause le potentat, quoi. Bon, ben, on peut lui opposer que pas du tout. Donc, c'est pas le problème d'être le criminel dans ce sens-là, c'est celui qui, délibérément, d'une certaine manière, fait le choix de ne pas penser les conséquences de son acte. En tout cas, de se scinder de cela. Il est évident que la technicisation de la guerre fait rentrer la guerre dans un process de virtualisation des responsabilités. C'est-à-dire que là, très clairement, à partir du moment où vous créez une distanciation et de plus en plus d'interface entre, comment dire, la personne et sa cible, je ne sais pas comment dire ça, vous créez la possibilité là aussi d'avoir un phénomène de disparition de sa responsabilité. Bon, très clairement. En même temps, il y a, quand vous écoutez les militaires, entre guillemets, aujourd'hui, ils vous expliquent que ce n'est pas ce qu'ils craignent le plus. Ce qu'ils craignent le plus, c'est précisément l'inverse, si j'ose dire, c'est-à-dire le face-à-face avec le combattant qui précisément n'est pas le super combattant qu'on imagine, c'est-à-dire dématérialisé et lié à une superpuissance, mais au contraire celui qui peut se faire sauter, lui, avec sa cible. C'est-à-dire quelque chose d'irrationnel, quoi, quelque chose qui précisément ne milite pas jusqu'au bout pour son intérêt. Et ça, c'est très très déstabilisant. Le cas de Snowden, il montre très très bien où se loge aujourd'hui le courage.
où se loge aujourd'hui l'héroïsme, alors que chaque jour on nous enseigne que, mon Dieu, l'époque n'est pas à l'héroïsme, que c'est une valeur obsolète, ou que le courage est une notion obsolète, précisément pas. Donc, cas de Snowden, cas d'Assange dans un autre genre, c'est-à-dire tous ceux qui, à un moment donné, font voler en éclats le secret d'un système. Et qui très souvent, bien évidemment, est un état d'exception, c'est-à-dire est profondément repose sur un au-delà de l'illégalité. Donc, mais justement, je crois que c'est intéressant. Alors, en même temps, pour certains, c'est assez contre-productif parce que ça les inspire peu, le fait qu'effectivement Snowden soit à ce point-là traqué, banni, etc. Mais bon, on va voir, les temps peuvent changer. Il y a aussi toute une catégorie de personnes qui comprennent soudainement qu'est-ce que c'est que le geste héroïque aujourd'hui. Et comment on n'a pas besoin d'être sur un territoire militaire, on n'a pas besoin d'être en guerre pour comprendre que la guerre se loge précisément là où on croit être en sécurité. Donc ça, je trouve que c'est quand même... ça apprend beaucoup de choses. Donc c'est très dur pour lui, mais je trouve pour faire comprendre la dynamique historique qui est la nôtre aujourd'hui, et en tout cas dans les sociétés occidentales qui se ressentent comme une dynamique profondément quand même en dehors comment dire, de la guerre, tout simplement, à quel point précisément la violence et le danger pour faire disparaître le sujet, pour faire disparaître la décision de ce sujet, pour faire disparaître la souveraineté des citoyens, parce que ça monte après comment dire, en échelle, comment le personnage de Snowden montre que voilà, bon, le courage se situe là. Le courage aujourd'hui, c'est de faire exercer sa clause de conscience. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a un acte, d'une certaine manière, pour un sujet le plus proche de lui, c'est bien celui-ci. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux êtres humains d'être des Hercules et entre guillemets. Non, il s'agit simplement d'assumer jusqu'au bout d'être un sujet. C'est ça, la réalité courageuse, nécessaire et régulatrice d'aujourd'hui.